Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et merci de suivre ces éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coups de cœur, conseils photos et récits astro seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de décembre 2021. Vénus, Saturne et Jupiter s'alignent en début de mois et dessinent l'écliptique. La Lune les approche successivement du 6 au 9 décembre. La Lune encore atteint son premier quartier le 11 et Mars effectue son retour dans le ciel du matin le 31. Pour commenter ces spectacles nocturnes, je serai accompagné comme chaque mois par Cyril Birnbaum, qui dirige le planétarium de la Cité des Sciences à Paris, et de Sébastien Fontaine, directeur du planétarium Ludiver à La Hague. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien nous contera une histoire d'astronomie dans quelques secondes. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Sébastien, comme chaque mois, c'est vous qui démarrez cette émission en nous racontant une petite ou une grande histoire autour de l'astronomie. Ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique ? Alors aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur Tycho Brahe. Je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, mais j'aime beaucoup ce garçon. Et donc, on va revenir un petit peu sur son système géo-héliocentrique. Vous savez, le système hybride qu'il a développé, un système de conception du monde à la croisée de Ptolémée et de Copernic. Donc, un système géo-héliocentrique qui nous présente la Lune et le Soleil en orbite autour de la Terre, tandis que toutes les planètes, malgré tout, sont en orbite autour du Soleil. Quelque chose de très compliqué quand même. Oui, très compliqué, mais qui permet d'une part d'éviter tous les problèmes d'épicycle et de déférent qui tentaient jusqu'à cette époque d'expliquer les rétrogradations des planètes. Et donc, il présente vraiment quelque chose il cherche à concilier la modernité et les grandes traditions qui datent d'Aristote finalement. Tycho Brahe est issu d'une des plus grandes familles de nobles du Danemark, c'est un Danois. Très tôt, il se passionne pour l'astronomie, à une époque où il n'y a pas de lunettes. Tycho Brahe est né en 1546 et est mort en 1601, donc vous voyez, à peu près 10 ans avant l'utilisation de la lunette par Galilée. Et donc, il a très vite conscience que les progrès en astronomie requièrent d'observations extrêmement exactes, pointilleuses. Et donc, sa vocation est dès lors de développer et de construire des instruments ultra précis, notamment pour des mesures angulaires. Alors, il est richissime, donc sa fortune lui permet de mettre en pratique sa vocation, et en particulier à partir de 1576, il va créer son observatoire, l'observatoire d'Uraniborg, sur l'île de Rven, dont il est d'ailleurs nommé seigneur par le roi du Danemark. Alors, Uraniborg, faut remettre un petit peu dans le contexte, c'est un centre de recherche incroyable pour l'époque, c'est même le plus grand centre de recherche de cette histoire. Sur place, pendant plus de 30 ans, vont travailler une centaine d'étudiants, de chercheurs, d'artisans. Et c'est là où les techniques d'observation et les instruments vont vraiment faire un bond de géant, puisque comme je le disais, la précision d'observation passe de 10 minutes d'arc à moins de 2 minutes, ce qui est tout à fait étonnant. On est vraiment à la limite de ce que l'œil peut mesurer avec les instruments développés par Tycho Brahe. Alors, c'est à cette époque que Tycho développe son modèle hybride géo-héliocentrique que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, malheureusement pour lui, il va tomber en disgrâce auprès du nouveau roi du Danemark. Tycho, qui joue d'ailleurs le rôle d'un véritable tyran sur son île, va fuir l'île en 1597. Tous ses instruments vont être détruits, son palais également. Enfin, les gens le détestaient. Il réchappe de peu à la mort finalement. En 1599, donc 2 ans avant sa mort, il obtient la chaire de mathématiques impériale auprès de l'empereur Rodolphe II à Prague. C'est à cette époque que Brahe quand même fait venir Johann Kepler,
C'est là où Kepler va récupérer tout le travail d'observation de Tycho Brahe, et ça va conduire Kepler bien sûr à faire toutes les découvertes qu'on connaît, notamment ces fameuses lois qu'on a déjà évoquées à ces micros. Pour finir avec Tycho, eh bien Tycho Brahe donc meurt en 1601 à la suite d'un problème rénal contracté au cours d'un banquet. Pour la petite sœur, c'était plus une beuverie qu'un banquet. Et d'ailleurs, Tycho Brahe, conscient de son état, va écrire lui-même son épitaphe. Je trouve qu'il a quand même beaucoup d'humour, ce garçon, puisque sur son lit de mort, il écrit « Il vécut comme un sage et mourut comme un idiot ». Voilà, c'est dit, c'est noté. Et donc voilà, petit hommage à Tycho Brahe, un personnage haut en couleur. Très bien, merci beaucoup. C'est vrai que Tycho Brahe était un observateur hors pair qui en fait, dans l'histoire d'astronomie, est tout souvent un petit peu éclipsé par ses successeurs qui ont utilisé ces observations comme Kepler, vous l'avez noté. Passons aux phénomènes célestes de ce mois de décembre. En début de mois, Vénus, Saturne et Jupiter offrent une belle occasion de visualiser le plan du système solaire. Les 3 planètes sont alignées entre les horizons sud et sud-ouest. Sébastien, à cette occasion, on peut même observer l'orientation du système solaire dans notre galaxie si on s'éloigne des villes, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, tout en restant en ville, on peut matérialiser l'écliptique, donc le plan du système solaire. Pour ça, il suffit de relier imaginairement hein, voilà, les différentes planètes par une ligne. Donc là, l'écliptique apparaît. Au-delà de l'écliptique, bien sûr, c'est la bande zodiacale. Et si vous êtes en pleine campagne, avec des yeux bien accoutumés à la nuit, eh bien, la Voie lactée va apparaître. Elle va se trouver quasiment perpendiculaire à l'horizon. Et là, vous allez constater que l'écliptique n'est pas confondu avec la Voie lactée. Voilà, c'est bien le signe que le système solaire fait un petit angle finalement avec le plan de la galaxie, puisque écliptique et plan galactique font un angle d'environ 60 degrés. Donc là, vous avez une double observation à faire, donc la Voie lactée avec le plan galactique, et puis donc l'écliptique. C'est toujours intéressant de matérialiser pour de bon ce qu'est l'écliptique grâce à la présence de ces planètes. C'est une autre situation dans la galaxie s'en trouve totalement concrétisée d'une certaine manière avec ce genre d'observation. Et d'ailleurs, il n'y avait aucune raison, quand on y pense, que le plan du système solaire soit aligné avec le plan de la galaxie. Les étoiles sont orientées un peu dans tous les sens. C'est une belle occasion de constater ça, et d'ailleurs de le montrer peut-être éventuellement d'ailleurs autour de soi, parce que c'est toujours intéressant de savoir où on se situe dans l'univers. Bah oui, exactement, parce que bien souvent on se demande un petit peu où sont les choses, où nous sommes, voilà. Et l'autre chose également, l'autre intérêt qu'on peut relever à ce genre d'observation, c'est d'expliquer autour de soi que toutes les galaxies, toutes les étoiles que l'on voit à l'œil nu appartiennent à notre galaxie, et que toutes ces étoiles, aussi lointaines soient-elles, eh bien, sont la proche banlieue du Soleil. Donc voilà, donc si vous prenez l'envie de faire un petit peu de médiation scientifique lors de cette observation, eh bien voilà, vous allez replacer un petit peu la position du système solaire dans la Voie lactée, donc une position excentrée, et voilà, de manière à expliquer également ce que peuvent être écliptiques ou encore plans galactiques. Très bien, donc c'est à observer en début de mois. Du 6 au 9, la Lune passe à proximité justement de Vénus, puis de Saturne, puis de Jupiter. Mais ce qui est intéressant, Cyril, c'est que justement on constate qu'elle n'est pas alignée avec les planètes, la Lune. Et oui, elle aussi en fait, c'est-à-dire que quand elle tourne autour de la Terre, il y a un certain angle en fait. Son orbite est inclinée d'un peu plus de 5 degrés, ce qui fait que à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle n'est pas parfaitement alignée, et donc vous allez voir un petit décalage. On va la voir sous cet alignement des 3 planètes. Le moment où elle passe le nœud, c'est-à-dire que le moment où il y a vraiment l'alignement parfait entre le plan de l'écliptique et puis le plan de l'orbite lunaire, c'est 3-4 jours avant, ça doit être autour du 2. Et d'ailleurs, si c'était le cas et si ça passait devant le Soleil, qu'est-ce qui se passerait ? Il y aurait une éclipse de soleil. Il y aurait une éclipse de soleil. C'est-à-dire que c'est le moment où quand tout se croise et qu'il y a le soleil juste derrière, on va dire, à ce moment-là, il y a une éclipse de soleil ou une éclipse de lune quand c'est de l'autre côté.
Voilà. Donc effectivement, du 6 au 9, on va avoir un phénomène assez joli, puisque vous allez avoir le soleil qui se couche un petit peu avant 17h, vous sortez du boulot, donc il va falloir être équipé ce jour-là, parce que vous aurez peut-être pas le temps de rentrer chez vous, sauf si vous êtes en télétravail. Donc en gros, vers 17h30, vous allez avoir Vénus à 11 degrés au-dessus de l'horizon, juste à côté Saturne qui sera à 20 degrés, et encore un petit peu après, encore plus au sud en fait, vous aurez Jupiter à 27 degrés au-dessus de l'horizon. Et donc entre le 6 et le 9, donc sur ces 4 jours, vous allez avoir la Lune qui va apparaître d'abord à droite de Vénus, un petit peu en dessous, puis à gauche, donc entre Vénus et Saturne, puis le lendemain entre Saturne et Jupiter, et le surlendemain entre Jupiter et plus loin, et plus rien. Je me suis fait avoir là. Donc une belle façon aussi de voir que la Lune se déplace quand même assez rapidement finalement. Oui, et vous voyez autre chose aussi, les phases de la Lune, bien sûr. C'est-à-dire qu'en même temps, vous allez passer d'une phase de 8%, donc vraiment le très très fin croissant, à une phase de 35% quand elle est après Jupiter et plus rien. Très bien, donc à suivre du 6 au 9, un petit peu de mécanique céleste à observer à l'œil. On continue avec la Lune qui sera justement dans son premier quartier le 11. Alors profitons-en pour guider nos auditeurs vers des formations intéressantes. Sébastien, par exemple, quelles sont vos régions préférées sur la Lune au premier quartier ? Alors déjà, peu importe presque la face, sauf la pleine Lune, les balades tout au long du Terminateur, hein, cette limite jour-nuit où les reliefs sont bien mis en évidence par l'éclairage rasant du Soleil. Et donc si on commence par la partie nord de notre satellite, eh bien on ne peut pas manquer le petit coup d'œil en direction des cratères Aristote et Eudoxe, et en continuant vraiment plus au à l'ouest finalement de la mer de la Tranquillité, eh bien moi j'ai envie de m'intéresser à la rainure d'Ariadeus. Voilà une jolie formation géologique que même les possesseurs de petits instruments peuvent mettre en évidence. Alors par petits instruments, je pense aux lunettes de 60 mm hein, qui il y a quelques années, rappelez-vous, étaient encore les lunettes de débutants. Aujourd'hui je sais qu'on débute avec quasiment des 200 mm, mais voilà, avec ce type d'instrument on peut tenter de voir cette gigantesque faille qui présente vraiment de nombreux détails intéressants. Surtout si on observe avec un instrument de plus de 100 mm de diamètre. Et d'ailleurs cette faille a été découverte assez tôt, en 1792 par Johann Schröter. Alors Schröter, c'est un observateur, un astronome allemand qui observait du côté de Erfurt. Alors je ne sais pas si vous connaissez Erfurt en Allemagne. Hélas, pas moi. Pas très loin de la ville de Jena, peut-être que ça vous parle un peu plus. Oui. Ceux qui sont adeptes notamment de planétarium, Jena, c'est là où ont été inventés les premiers planétariums par la société Zeiss, je ferme la parenthèse, et donc c'est dans cette région que l'astronome donc Schröter va cartographier une partie de la Lune, et donc là notamment il va décrire cette rainure qui est donc une gigantesque faille voilà, qui se trouve entre deux falaises. Elle mesure plus de 200 km de long pour environ 4 km d'épaisseur là où c'est le plus épais finalement. Et donc quand on observe cette faille en partant de l'est vers l'ouest, eh bien voilà, on remonte à un gigantesque canyon. C'est assez émouvant puisque on sent des montagnes qui parfois viennent casser finalement cette faille. Parfois il y a des cratères qui viennent interrompre également la balade tout au long de cette rainure d'Ariadeus, et donc vous avez tout un lot comme ça de formations géologiques à découvrir en suivant ce chemin, voilà, long de plus de 200 km, et vraiment assez facile à voir dans un instrument d'initiation. Donc ça change un petit peu des observations classiques des grandes mers ou des cratères qui restent très jolis à voir en fonction des changements d'éclairage, mais voilà, cette faille c'est vraiment un joli défi à se lancer quand on débute dans l'observation lunaire. Très bien, un petit focus sur la rainure d'Ariadeus. Voilà. Cyril, quel est votre conseil sur ce premier quartier ? D'observation ou de photo ? D'observation pour commencer. Ouais. Alors d'observation,
c'est que j'ai quand même de la chance, c'est-à-dire qu'il y a un cratère qui s'appelle Cyril sur la Lune. Ah bah oui, il faut y aller. Donc c'est quand même dommage de pas y aller. Donc c'est assez joli d'ailleurs parce qu'en fait il est imbriqué dans un autre cratère qui s'appelle Théophile. On parlait de Charlie Duke le mois dernier et c'est sur cette mission-là, sur la mission Apollo, qu'ils ont photographié. Il y a une photographie célèbre qui est du cratère Théophile qui est on va dire en lumière rasante en quelque sorte, qui est très jolie. Donc il y a 3 cratères qui sont qui seront au niveau du Terminator, à un tiers vers le nord là, et vous avez en fait 3 cratères côte à côte. Il y a Cyril et Théophile qui sont l'un sur l'autre, et juste à côté il y a Catherine, et ça m'émeut d'autant plus que j'étais amoureux d'une Catherine. Donc j'étais très content d'avoir Cyril et Catherine côte à côte. Mais que faisait ce Théophile? Vous en êtes beaucoup servi, du coup, j'imagine. Voilà. Et sinon, plus sérieusement, une des choses qui est quand même très sympa à faire, c'est de prendre la carte avec les alunissages des missions Apollo, et il doit y en avoir 4 ou 5 à ce moment-là, puisque vous pouvez retrouver sur la mer de la Tranquillité donc le site d'alunissage d'Apollo 11, donc le premier endroit où les hommes se sont posés, et c'est au-dessus d'une petite virgule, enfin plutôt à gauche d'une petite virgule. Vous allez retrouver aussi Apollo 15 sur la mer de la Sérénité, et puis vous avez Apollo 16 et Apollo 17 sur la mer entre Sérénité et Tranquillité. Donc là aussi c'est des petits points de repère, donc c'est toujours amusant d'essayer de repérer l'endroit exact par rapport aux petits cratères, etc. Enfin c'est un jeu sympa. Très bien, donc n'oubliez pas de regarder la Lune, et par exemple le 12 qui sera à son premier quartier. On termine le tour d'horizon de ces observations avec un clin d'œil à la planète rouge. Après plusieurs mois d'absence, Mars revient dans le ciel du matin, donc le 31 décembre, il faudra être motivé quand même. Sébastien, on pourra la trouver pas très loin d'Antares, c'est ça. Dans quelle direction ça se trouvera à ce moment-là, Sébastien ? Alors plutôt bas, très bas même sur l'horizon est. Alors c'est vrai que c'est le retour de la planète rouge, on va la revoir tout au long de l'année. En gros, une année sur 2. C'est une année martienne, et là voilà donc l'année qui débute bientôt va nous permettre de retrouver cette jolie planète. Alors là l'observation elle est quand même assez délicate parce que Mars et Antares donc se trouveront toutes les deux très bas sur l'horizon, puisque vers 7h du matin Mars et Antares se trouvent à environ 5 degrés de hauteur, 5-6 degrés de hauteur. Très, donc très c'est dur. vraiment ouais, c'est assez difficile. C'est assez sympa parce qu'il y a un triangle qui est formé avec la Lune qui va se trouver au-dessus et entre Mars et Antares. Donc ça peut vous permettre d'identifier les deux astres. Bon, il n'empêche que Mars et Antares sont assez lumineuses, hein, c'est magnitude 1. À peu près l'une comme l'autre. La teinte rouge-orangé est bien perceptible pour les deux. Alors c'est pas pour les mêmes raisons, hein. Mars est une planète, Antares est une étoile, Antares est une super géante rouge. Mars quant à elle, c'est la planète qu'on connaît bien, donc 2 fois plus petite que la Terre, et donc qui doit sa couleur rouge-orangé à la présence d'oxyde de fer, hein, qu'on trouve abondamment à sa surface. Donc voilà, donc c'est intéressant en ce 31 décembre. Eh bien voilà, comme vous le disiez, de jeter un petit coup d'œil en direction de Mars, puisque c'est presque le point de départ pour une série d'observations qui auront lieu tout au long de l'année à venir. C'est désormais l'heure de la chronique photo de Cyril. Vous nous invitez chaque mois à réaliser une photo du ciel. Ce mois-ci, vous allez nous parler des Géminides, c'est ça ? Oui, le 14 décembre, il y a une pluie d'étoiles filantes. Et oui, on n'en a pas parlé, alors allez-y. Alors, on n'en a pas parlé, et en plus, c'est l'essaim le plus... la prédiction la plus balèze de l'année, puisqu'on s'attend à ce qu'il y ait entre 120 et 160 étoiles filantes à l'heure. Mais pas trop de lune dans le si, il y a carrément trop de lune en vrai, c'est le problème, mais bon, faut quand même essayer, il y a beaucoup trop de lune, hein. J'avais pas tout raconté. Donc ça vaut le coup quand même d'essayer, donc faut pas être face à la lune, mais plutôt avoir la lune dans le dos, et essayer d'en avoir quelques-unes. Donc là, vous allez être limité par la pollution lumineuse due à la lune, et il faudra essayer de pas saturer, mais normalement à l'œil vous devriez quand même en voir. Je suis pas sûr qu'on arrive à les prendre en photo, mais à l'œil vous devriez arriver à en voir. Pour la photo, toujours pareil, un grand angle, un pied photo, et puis une succession, c'est-à-dire que là vous mettez l'intervallomètre et vous bougez plus votre boîtier, vous mettez la lune dans le dos et vous faites
faites photo sur photo sur photo sur photo, et puis quand vous en avez marre, vous allez vous coucher. Voilà. Donc, un bon conseil de Cyril ce mois-ci. Quand vous en avez marre, allez vous coucher. Le maximum des Géminis. Pour être en forme pour le 25 décembre. Voilà. Voilà, donc si vous avez le courage, en tout cas, essayez de voir les Géminides. C'est vrai que c'est le plus bel essaim de l'année a priori. Malheureusement, la Lune s'est invitée. Une pollution lumineuse naturelle pour le coup. Mais tentez quand même le coup. Ce sera donc le 14 décembre. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Sébastien, vous avez choisi une appli apparemment, c'est ça ? Alors même une série d'applications, mais pour un instrument un peu particulier, les casques de réalité virtuelle. Alors je sais que certains en ont un petit peu peur. Depuis quelques années, les casques de réalité virtuelle sont vraiment démocratisés. On en trouve à des prix tout à fait intéressants, puisqu'à partir de 150 €, on peut avoir un casque dit autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le brancher, de le connecter à un ordinateur. Le casque, vous l'avez devant les yeux sur votre tête, et donc vous téléchargez différentes applications, et c'est là où ça devient vraiment merveilleux, parce que en fonction des applications ou des films que vous allez observer en réalité virtuelle, eh bien vous êtes vraiment immergé, soit sur la planète Mars, soit sur la Lune. J'ai récemment encore eu l'occasion de revivre le décollage de Saturne V. Vous êtes à bord de la mission Apollo, vous allez sur la Lune, et donc voilà, vous êtes vraiment dans le scaphandre d'Armstrong par exemple, et vous revivez comme ça son aventure Apollo, comme si vous y étiez, avec quasiment aussi le mal au ventre, le mal de cœur, tellement c'est bien réalisé. C'est redoutablement efficace. Si vous connectez votre casque à YouTube, je sais qu'on est nombreux à consulter YouTube pour plein de raisons, et bien sur YouTube vous avez également des films immersifs en réalité virtuelle, et donc de façon tout à fait gratuite, vous pouvez vous balader, je sais pas, dans le Grand Canyon, ou encore une fois dans l'espace. Vous êtes en sortie extravéhiculaire de l'ISS, et vous êtes là pour le coup à la place de Thomas Pesquet, et voilà, c'est assez chouette. C'est enivrant, c'est addictif. On est pas emprisonné dans son casque, mais voilà, on peut vraiment y passer du temps. Et donc voilà, c'est un truc que je conseille à plein de gens, parce que c'est pas très cher. Je vous l'ai dit, à partir de 150 €, on a des casques de réalité virtuelle, et gratuitement, on trouve quand même beaucoup d'applications et de films qui vous permettent de passer comme ça un petit peu de temps très loin de la Terre finalement. Voilà, donc il y a différentes marques. Vous irez sur les sites marchands. Donc voilà, la réalité virtuelle, c'est pas virtuel, ça existe, et je pense qu'il y a des choses à faire. Là, c'est bientôt Noël, donc c'est peut-être un petit cadeau à s'offrir, tout simplement. Très bien, merci Sébastien. Cyril, quel est votre coup de cœur ? Alors j'en ai deux. Eh bien, on prendra deux coups de cœur. Deux coups de cœur. Alors il y en a un qui est un petit peu exagéré, parce que nous sommes en train d'enregistrer en septembre. Donc mon premier coup de cœur, c'est la magnifique photo d'éclipse de soleil qui a eu lieu le 4 décembre et qui est en une donc du site Ciel et Espace. Bravo, ouais, pas mal. Bravo. Et alors c'est une très belle photo, parce que comme elle a lieu en Antarctique, cette éclipse, on y voit des manchots en premier plan. Voilà. On est limite dans la fake news là. c'est limite. C'est vrai que j'y serais bien allé. J'y serais bien allé, parce que je me souviens très bien d'avoir lu un livre sur les Ig Nobel. Donc les Ig Nobel, c'est le contre des prix Nobel, où on a des expériences un peu farfelues, ou des recherches farfelues. Et je me souviens d'une que j'avais lue qui était hallucinante, c'est qu'un chercheur avait réussi à se faire payer une mission en Antarctique, parce qu'au moment de la guerre des Malouines, les pilotes anglais qui passaient au-dessus donc des manchots avait cru voir que à chaque fois qu'un avion passait au-dessus, en fait le manchot, vous le voyez, il a des petites ailes là, et en fait il se mettait à regarder, il levait la tête, et pong, il tombait en arrière. Donc il y a un chercheur qui a réussi à se faire financer des missions là-bas. Donc j'aurais bien voulu une mission pour aller voir l'éclipse et vérifier si les manchots mettaient des lunettes à éclipse, mais j'ai peur que vous me financiez pas. On risque pas. Non. Alors sinon, plus sérieusement, ce mois-ci, c'est un site
site internet qui s'appelle Science Étonnante. C'est de David Loap, qui est un scientifique, qui est un très très bon vulgarisateur et qui a beaucoup d'humour. Et vous retrouvez pas mal de rubriques. Alors à la fois il y a de la bio, de la médecine, de la géologie, de l'informatique, de la physique, mais il y a aussi pas mal d'astronomie. C'est-à-dire que vous allez avoir des vidéos d'une vingtaine ou un peu plus de 20 minutes. Il y a même des interviews. Vous allez retrouver les trous noirs, le rayonnement cosmologique, le paradoxe de Fermi, donc savoir si on est seul dans l'univers ou pas, les ondes gravitationnelles, enfin plein de choses assez solides. C'est très bien fait, très rigolo, très documenté. Ça vaut le coup d'aller y faire un tour. Et puis ça m'a rappelé aussi autre chose, c'est qu'il avait sorti un livre donc il y a peut-être 7-8 ans qui doit s'appeler Qui a attrapé le bison de X, et qui lui aussi est un bouquin très chouette parce que c'est le moment où il part en famille aux États-Unis, donc dans le Massachusetts, et donc il y a les questions, il doit avoir de mémoire des filles qui sont un peu, enfin forcément plus jeunes qu'aujourd'hui, et qui ont des questions, et il répond à ces questions, et donc ça vous permet de faire de la physique. Alors c'est pas que de l'astronomie, mais ça vaut le coup de prendre le livre, et ça peut surtout donner envie à des plus jeunes de se passionner pour les sciences. Très bien, donc coup de cœur pour David Loap finalement, avec sa chaîne YouTube notamment Science Étonnante. Les éphémérides radio de Ciel Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Cyril Birnbaum et à Sébastien Fontaine. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous en 2022. D'ici là, songez à vous abonner ou vous réabonner. Merci pour votre fidélité à Ciel Espace. Très bonne fête à tous et à très bientôt pour un nouveau podcast.